Nous clôturons les rendez-vous de l'inclusion organisés par le réseau GESAT et l'UNAPI avec une 4e table ronde consacrée aux enjeux globaux de l'inclusion. Autour de moi, 4 experts et dirigeants d'organisations pour aborder les questions fortes dédiées aux défis de l'inclusion. Charles Gardou, vous êtes anthropologue, professeur des universités et auteur de La société inclusive, parlons-en. Jean-Manuel Kupiec, vous êtes conseiller auprès du directeur de l'OSIP et auteur de l'Observatoire sur la question des aidants. Luc Gâteau, vous êtes président de l'UNAPI. Daniel Auger, vous êtes président du GESAT. 15 ans après la promulgation de la loi de 2005, 20 mois après la Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, qui a abouti à 12 nouveaux engagements pour améliorer l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Où en est-on? Inclusion, de quoi parle-t-on? Quelle est la réalité du vécu des personnes en situation de handicap en matière de logement, d'emploi, d'accès à la vie de la cité, d'accès à l'éducation, d'accès aux droits, tout simplement? Que penser du récent bilan français dressé par l'ONU dans le cadre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées? Quels sont les obstacles? Quelles sont les solutions? Comment peut-on améliorer concrètement le système français pour une réelle inclusion des personnes dans la société, des personnes dans la diversité? Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais lancer une vidéo introductive de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'introduire aujourd'hui la dernière table ronde digitale de ces rendez-vous de l'inclusion. Inédit, en répondant à la question que vous m'avez posée. Quels sont les enjeux sociétaux majeurs pour favoriser l'inclusion et quels sont les dispositifs à mettre en place pour y répondre? Vaste question. Alors que le handicap est une des grandes priorités du quinquennat depuis 2017, la pleine participation des 12 millions de nos concitoyens en situation de handicap à la société est en effet un enjeu majeur qui mobilise l'ensemble du gouvernement. Notre conviction est qu'une société plus inclusive, plus juste et plus solidaire est à la fois facteur d'émancipation individuelle et de progrès social. C'est cette même ambition qui a été rappelée par le président de la République lors de la Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, appelant à une mobilisation nationale pour tout mettre en œuvre dans tous les domaines pour que chacun puisse choisir son parcours personnel, scolaire, professionnel, culturel, social, et pour qu'aucune personne handicapée ni aucune famille ne se retrouve isolée. Le gouvernement s'est ainsi pleinement investi pour garantir à tous, quelle que soit la situation de handicap, une citoyenneté pleine et entière en abattant les barrières qui entravent cette pleine participation des personnes au sein de notre société. À ce titre, l'enjeu essentiel est celui de développer l'accessibilité universelle dans toutes les sphères du quotidien, pour que chaque étape et chaque instant dans la vie des personnes handicapées puisse se faire de la manière la plus simple et la plus autonome possible. Cela passe en premier lieu par l'accès aux droits. Rappelons-nous, nous avons remis les personnes sous tutelle dans l'exercice de leur droit de vote. Mais nous avons également travaillé sur la simplification des démarches, avec l'attribution des droits à vie en cas de handicap irréversible en 2019, ou encore l'ouverture de droits nouveaux, à l'image de la création au 1er janvier 2021 de la prestation du handicap parentalité, pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être pleinement parents. Parce que la participation doit se penser dès le plus jeune âge, la scolarisation des enfants en situation de handicap dans les murs de l'école de la République est un second enjeu majeur. Pour cela, nous poursuivons le grand service public de l'école inclusive, mais de l'enseignement supérieur inclusif également. Il s'agit d'améliorer l'accompagnement des élèves en situation de handicap, de renforcer la formation des professionnels, c'est chose faite, formation initiale obligatoire de tous les enseignants, la coopération avec le secteur médico-social et l'adaptation des locaux. À l'âge adulte, ensuite, c'est cette même ambition inclusive qui guide nos actions pour accompagner les parcours, qu'il s'agisse de l'accès au logement, avec notamment le développement de l'habitat inclusif, ou de l'accès
du maintien de la progression de carrière en emploi. L'activité professionnelle est en effet un des leviers qui garantit une pleine autonomie aux personnes en situation de handicap. C'est pourquoi mon secrétariat d'État est pleinement mobilisé pour favoriser l'emploi, développer le droit à un parcours professionnel pour tous, que ce soit à l'intérieur de l'ESAT ou dans le milieu ordinaire, ou surtout avec ces passerelles si indispensables. Au cœur des mesures emploi, l'aide à l'apprentissage, sans limite d'âge. Avec une année record en 2020, où le nombre d'apprentis handicapés a augmenté de 71%. Et l'aide à l'embauche, mais aussi l'emploi accompagné, avec la mobilisation de job coach au sein de l'entreprise pour sécuriser les recrutements gratuits pour les employeurs. Bien sûr, il est indispensable d'agir collectivement pour lutter contre les préjugés associés au handicap, qui restent en France le premier motif de discrimination. C'est tout l'objet de la campagne nationale de communication lancée cet automne. Ce changement de regard est un objectif clé de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 15 au 21 novembre, avec le Duo Day qui aura lieu jeudi 18 novembre. Cette semaine, qui vise à mobiliser les entreprises, les acteurs de l'emploi, de la formation et du handicap, les institutions publiques, mais surtout les citoyens, pour un marché du travail et une société inclusive. À ce propos, rappelons-le, l'emploi des personnes en situation de handicap est une richesse pour l'entreprise. Et les employeurs ont les clés pour être plus handi-accueillants, développer l'emploi, mais aussi leurs achats inclusifs. Désormais, ils pourront valoriser leur engagement via le baromètre Impact Handicap, qui permettra d'évaluer le caractère RH inclusif de l'entreprise. J'en suis convaincue, et vous aussi, quand les enjeux du handicap progressent, c'est toute la société qui avance. Alors, le terme inclusion est un terme générique qui renvoie sur une diversité de situations et nous aurons l'occasion d'en parler. C'est un terme qui dit quelque chose de notre société. Alors, Charles Gardou, vous êtes un des spécialistes de l'inclusion. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion? Comment est-ce qu'on peut définir l'inclusion? Alors, je n'utilise pas le mot inclusion qui me pose vraiment problème, et problème de sens. Le mot inclusion, sur le plan étymologique, renvoie à l'enfermement, à la clôture. Le mot cloître est issu de la même racine. Et il y a quelque chose de mécanique. Je crois qu'il faut nous garder de cela. Une vision qui est une vision très asymétrique. C'est-à-dire qu'il y aurait des êtres qui, par nature, par situation, seraient extérieurs à la société. Ils seraient dehors, par naissance même, ou par situation. Et d'autres, qui se trouvent à peu près à la norme, seraient dedans, ils joueraient le rôle de vigile ou de gardien du temple, en disant vous pouvez entrer ou on refuse votre entrée. C'est pas comme cela une société humaine. Une société humaine, elle se bâtit par filiation. Et c'est pour cela que je préfère très largement le mot inclusif, une société inclusive. Alors, ce n'est pas un jeu de langage, sinon ce serait une perte de temps. Mais le mot inclusif s'oppose à exclusif. Et une société inclusive est une société qui lutte contre toutes les formes d'exclusivité persistante, dont on finit par ne plus se rendre compte en matière d'éducation, en matière d'emploi, de culture, d'art. C'est cela qui doit nous guider. Et je dirais en terminant qu'il y a dans l'expression société inclusive un pléonasme, parce que le mot société à lui-même signifie alliance entre des compagnons qui partagent un destin commun. Et donc le mot inclusif vient jouer comme un exhausteur de sens. Il donne plus d'intensité au mot société, mais il n'apporte rien de nouveau. Et il renvoie à notre difficulté à faire société. Très intéressant ce pléonasme entre société inclusive et inclusion. Alors, est-ce qu'il y a une distinction entre faire de l'inclusion et être inclusif? Quelle est votre définition de l'inclusion? Alors, je remercie Charles Gardou d'être passé avant moi parce que c'est compliqué ce terme. Oui. Quand on voit société inclusive, le terme a été, ce que je disais tout à l'heure, c'est un terme qui a été pris dans une logique du handicap en disant les personnes en situation de handicap, ils doivent être dans la société et c'est l'esprit de la loi de 2005.
Aujourd'hui, c'est un peu un mot valise, c'est-à-dire qu'on va dire inclusion, c'est comme le mot résilience. Vous voyez, je disais ça tout à l'heure. À la limite, on ne sait plus ce que ça veut dire véritablement parce que tout est inclusif et tout est résilient. Alors après, on a du mal à se dire, mais quels sont ces concepts? Et puis après, vous avez les termes fragilité et vulnérabilité. Alors là, c'est encore pire, parce qu'on se dit, toutes les personnes sont vulnérables ou fragiles. Certes, mais est-ce que c'est ça une société? Je pense qu'aujourd'hui, la France, sur ces sujets-là, est très en avance sur un vocabulaire qui aime justement... on est un peu des champions du monde dans le vocabulaire sur ces thématiques. Après, une société, c'est des hommes, des femmes, et on se dit comment on vit ensemble. Il faut être un peu simple sur le sujet. Moi, je pense qu'effectivement, le terme inclusion et inclusif, c'est un terme qui est effectivement issu de la loi de 2005, a permis effectivement de dire il faut que tout le monde soit dans la société. Et dans la société, ben, c'est quoi? C'est un logement, c'est un travail, c'est des droits civiques, c'est des droits à la culture, et c'est l'esprit de cette loi. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on s'aperçoit, et je dirais une chose, et je reviendrai après dessus, c'est que dans la société, on a eu des transitions. Alors j'aime bien dire ça, on a une transition numérique, digitale, environnementale et territoriale, et puis il y a une transition qu'on oublie toujours, c'est la transition démographique. Et celle-ci, elle est importante parce qu'on s'aperçoit que dans notre société aujourd'hui, eh bien, on aura moins de naissances, mais moins de décès. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui fait que cette société, aujourd'hui, on va avoir une société de seniors face à des juniors. Alors ça, c'est un sujet qui est aussi dans la société et qui fait peur à tous les politiques en disant mais comment on va vivre demain entre des juniors et des seniors, sachant que les seniors ont plus de pouvoir que les juniors. Et les juniors vont dire comment on va rentrer dans cette vie. Alors, on aura l'occasion d'aborder cette question justement de l'impact de la démographie sur la question de l'inclusion. Luc Gatteau, c'est quoi pour vous l'inclusion, vous qui représentez la voix des personnes en situation de handicap et de leurs familles, et la voix des associations? Mes premières réactions par rapport à l'inclusion, y compris aussi la société inclusive, c'est de me dire, on ne passe pas d'un état où il n'y avait rien à un état où il y aura tout. L'UNAPI, qui aujourd'hui accompagne 200 000 personnes de la plus petite enfance à la personne en fin de vie, a construit depuis près de 60 ans des accompagnements avec des expertises, a permis de sortir à une époque des enfants et des adultes qui étaient cloîtrés dans leur famille, à l'hôpital psychiatrique, et qui les a sortis de ce milieu pour les amener dans des lieux où ils se retrouvaient, où ils s'ouvraient vers la société. L'exemple de l'ESAT en était un exemple édifiant. Ce sont des adultes qui ont eu accès à un travail, donc rentrer dans une société. Je préfère, effectivement, je reprends le mot transition. J'ai beaucoup utilisé le mot transition inclusive parce qu'on vit une étape sans doute supplémentaire aujourd'hui qui s'appuie sur toute l'expertise qui s'est faite. L'UNAPI a construit avec ses professionnels de l'accompagnement des établissements, des services, ouvre de beaucoup tous ces établissements et services, parce qu'il lui a été reproché, peut-être des fois à juste titre, mais quand même, aujourd'hui, tous ces enfants et ces adultes vivent avec les autres. On a d'autres étapes à franchir, mais c'est grâce à tout ce qui s'est construit auparavant. D'accord, donc on comprend, rompre l'isolement est un des points forts, en tout cas, de votre position. Daniel Auger, vous représentez 2200 entreprises adaptées. Quelle est votre définition de l'inclusion ? Si vous le permettez, Nora, je vais parler un tout petit peu de moi pour expliquer pourquoi j'aurai quelques réactions. Donc, moi, je suis un pur produit du milieu ordinaire.
25 ans dans l'automobile, un monde quand même un peu concurrentiel, et tout d'un coup la découverte des ESAT et des EA, donc l'économie sociale et solidaire, sur 6 ans et demi. Ce monde m'a apporté énormément de choses. Mais plus que des mots comme l'inclusion, parce que c'est là que j'ai découvert que chaque mot avait une signification très précise dans ce domaine du médico-social et qu'il fallait faire très attention quand on disait psychique ou des choses comme ça. Plus que l'inclusion, moi, c'est les valeurs. Les valeurs que j'ai rencontrées dans ce monde magnifique, c'est ça qui m'a guidé. Et si vous le permettez, moi je suis plus marqué par le partage, par ce que j'ai vécu avec des ouvriers, que par le mot inclusion. C'est vrai que je préfère inclusif, mais comme j'ai eu une formation d'ingénieur, l'inclusion pour moi c'était que du négatif. Hein. Dans la métallurgie, c'est quelque chose qui gêne tout le monde. Et donc j'en sors un peu pour me raccrocher à ce qui guide le réseau GESAT, puisque le réseau GESAT a écrit une charte des valeurs et qui porte un petit peu le monde des directeurs des AT et de A, parce que c'est ça qu'ils partagent, c'est ça qu'ils veulent pousser et peut-être développer dans une société qui a l'air d'être plus ouverte. Moi, je le vois actuellement, je suis retraité, mais je pense que cette société est plus ouverte à avancer avec les personnes handicapées. Donc, allons-y, tous ensemble. Alors, quels sont les enjeux de l'inclusion? D'abord, voilà, d'un point de vue un peu général, lorsqu'on s'est parlé, vous m'avez beaucoup parlé de droits humains. Oui, je reviens un instant sur le débat. On voit comment le débat peut basculer dans notre culture vers souvent un manque de nuances. On a tous besoin de nuances. Il faut retrouver ce sens de la nuance qu'on a tendance un peu à perdre. Et les mots ne font rien à l'affaire, mais ils aident à penser l'action. Et on voit comment, à un moment donné, dans l'histoire des sociétés, il y a des mots qui émergent, le mot projet, le mot lien social, parce qu'ils viennent remédier à des manques. Et c'est comme cela qu'il faut les voir. Et je rejoins tout à fait Luc Gâteau qui disait justement tout à l'heure, là aussi, pas d'excès. Nous avons une histoire, nous procédons de cette histoire, de cette culture qui a bâti des institutions. Et il n'y avait pas de mauvaise intention dans cette construction d'institutions. Il ne s'agit pas, quand on dit qu'on va désinstitutionnaliser, de vouloir détruire cela. Parce que c'est méconnaître les diverses situations familiales, personnelles. Et on sait très bien que si du jour au lendemain, on était brutaux, et qu'on ferme l'ensemble des institutions, on créerait beaucoup de désarroi. Alors voilà un mot, pour répondre maintenant à votre question, qui me paraît essentiel, c'est l'équité. Ce n'est pas l'égalitarisme. Si on fermait l'ensemble des institutions sous prétexte qu'il faut que tout le monde soit à égalité, on ne créerait pas de l'inégalité, on la renforcerait. Parce qu'il y a une règle dans la condition humaine qui est la nôtre, c'est que les visages sont infiniment divers. Alors qu'avons-nous à faire pour penser une société inclusive? C'est penser une diversité de l'offre. Parce que les visages ne sont pas monolithiques, parce qu'ils ne sont pas uniformes, parce qu'ils sont loin parfois de la norme culturellement construite. Et c'est pour ça que je reviens à cette idée que ce débat, quelquefois, et ce n'est pas notre cas ici, mais peut verser dans des pour et des contre. La société telle qu'on la veut, une société qui bannisse les exclusivités, qui bannisse les exclusions, c'est un horizon. On ne va pas l'atteindre demain, comme on n'a pas atteint rapidement, et on en est loin encore, des sociétés démocratiques. Et loin, sans faux, dans nombre de pays. C'est la même chose. Mais on a besoin de cet horizon pour cheminer vers lui, mais avec nuance, avec délicatesse, sans détruire, mais peut-être déconstruire certaines choses parce qu'elles sont à réinterroger. Alors, je vais rebondir sur le thème de l'équité et vous parler donc, face à la diversité des situations, comment est-ce que vous, qui représentez les associations et les personnes handicapées, est-ce que vous appréhendez cette question de l'inclusion? C'est tout d'abord ouvrir des choix. Je pense que, pour rejoindre ce que disait à l'instant Charles Gardou, c'est effectivement le gros travail, c'est à la fois d'ouvrir des choix, c'est aussi, on est dans un moment où la société aussi
doit se remettre en cause pour permettre tous ces choix. Tous ces choix dans l'habitat, permettre à ce que des personnes, des adultes handicapés côtoient tous les jours d'autres personnes tout ordinaires. Voilà, c'est déjà des éléments. Dans l'éducation, dans la scolarisation, c'est typique. C'est comment on fait en sorte que dans une même classe, les enfants se côtoient et que ça puisse fonctionner et qu'on n'atteigne pas à un moment donné une exclusion. Parce que c'est toujours le danger. J'ose dire que cette société qui doit inclure ne doit pas pouvoir faire de machine arrière. Et c'est extrêmement important. Alors, que demandent les associations? Que le demandent les associations? Elles demandent à ce que, justement, on puisse faciliter tous ces choix. Aujourd'hui, on a construit tout un pan de solutions, mais avec des tuyaux d'orgue, de financement. Et aujourd'hui, on voit bien que la demande des personnes, c'est aujourd'hui de travailler à temps partiel, par exemple, mais de pouvoir avoir un logement et nécessairement. Alors, nous sommes à l'UNAPI dans l'accompagnement de la déficience intellectuelle, mais aussi tout ce qui est polyhandicapé, autisme, de handicap psychique. Donc, on voit bien que tout cet ensemble a besoin d'un accompagnement, d'être véritablement à côté. C'est pas parce que nous, notre fauteuil roulant ou notre béquille, c'est la personne qui va être à ses côtés. Donc voilà, c'est pouvoir avoir cette facilité et notre effort aussi, c'est de permettre à ce que la personne l'exprime. Et d'être en capacité de l'écouter, de l'entendre. Et c'est un travail que nous menons au travers notamment des professionnels, mais aussi des parents et des personnes, sur un sujet qu'on appelle, c'est un grand mot, l'autodétermination, qui est une démarche assez volontariste. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur l'autodétermination. Alors vous qui représentez les entreprises adaptées, les travailleurs de ces entreprises, mais également les entreprises clientes. Oui. Je pense qu'il faut oser montrer les compétences des personnes en situation de handicap. Il faut donc se dire il y a encore une acculturation importante entre ce monde qui donne du travail quand même, qui sont entreprises ou collectivités locales, et ces travailleurs handicapés qui sont capables de monter en compétences, qu'on est capable de former avec des gens qui sont passionnés. Je crois que tous les gens qui viennent travailler dans le secteur du handicap sont passionnés pour différentes raisons, mais ils sont passionnés, ils veulent réussir, et ils sont au service de la personne handicapée. Donc, montrons que dans un petit ESAT, on a le leader mondial de la réalisation des archets de violon et de violoncelle, et qu'il est français, qu'il est dans le sud-ouest, que Rostropovitch est venu les visiter pour les remercier. Ça, c'est un ESAT. Et les ouvriers vous expliquent parfaitement pourquoi leur produit est magnifique et est leader mondial. Ça, on ne sait pas. Donc il faut communiquer sérieusement sur ce qu'on est capable de faire dans un ESAT et dans un EA, et peut-être dans d'autres secteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, vous avez une vision un petit peu plus large, vous, de l'inclusion, et vous êtes à l'origine d'un observatoire sur les aidants familiaux qui met en avant, en fait, un phénomène sociétal. Il y aura de plus en plus dans notre société des aidants et des aidants qui risquent de se sentir en situation d'exclusion. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas nouveau. La loi de 2005, qui s'appelait ASV, Adaptation de la société au vieillissement, a donné une part à l'accompagnement, à l'autonomie et aux aidants. C'était la loi 3A. Et donc, sur les aidants, c'était de dire, les aidants, ils ont un rôle à jouer. Et là, on voit aujourd'hui que les aidants, c'est aidants de personnes âgées,
personnes en perte d'autonomie, personnes en situation de handicap et une maladie chronique. C'est ça qui fait qu'on en a entre 8 et 11 millions à peu près en France, et que 50% sont en activité professionnelle. Alors, ce qui veut dire déjà une chose, c'est qu'on a des aidants visibles et invisibles. Alors, on va commencer à parler des aidants visibles. Les aidants visibles, ils sont dans l'entreprise, ils sont dans la société. Et ceux-là, ils ont un gros problème, c'est qu'ils se disent, mais j'ai plusieurs vies, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie d'aidant, j'ai une vie privée, et comment je vais gérer ça dans le temps? Parce qu'être aidant, c'est du long terme, c'est pas du court terme. Et donc, notre observatoire que nous avons lancé au cours de l'année 2021 a pour mission de dire, on va faire une espèce de panorama, de dire combien on a d'aidants et quelles sont les situations des aidants. Ce sujet-là est en train d'émerger dans la société, beaucoup en parlent. Un chiffre assez intéressant, c'est que l'aidant aujourd'hui, il a en moyenne 39 ans. Oui, il est encore junior, il n'est pas senior. Il a 39 ans. Et donc, il est dans sa vie professionnelle. C'est un vrai sujet. L'aidant, il passe combien de temps à aider? Il passe 8,3 heures par semaine à aider, c'est-à-dire 1 heure par jour en moyenne. Donc on voit bien que ce sujet-là est un sujet qui est en train de rentrer. Et c'est pour ça que dans le préalable que j'avais fait sur la société du vieillissement, on devrait dire société de la longévité, parce que c'est quand même un peu plus joli en termes, c'est de dire que, eh bien, on a un vrai sujet, c'est que cette transition démographique, elle est inéluctable. Il va falloir la prendre en compte. Et qu'aujourd'hui, les aidants, ils vont aider leurs enfants, mais aider aussi leurs parents. Et que l'entreprise, elle est obligée d'en tenir compte. Et donc, le CIRP, avec cette étude, dit, eh bien, écoutez, il faut faire prendre conscience de ce sujet. Alors, faire prendre conscience comment ? Alors, les partenaires sociaux ont eu l'obligation de négocier en 2019 ce qu'on appelle une NAO, c'est-à-dire accord national obligatoire sur, je dirais, les aidants. Bon, le Covid est passé par là, ça a tout bouleversé d'une certaine façon parce que ce n'était pas la priorité. Les entreprises ont aussi l'obligation de négocier en 2020. Je pense que ce sujet-là est devant nous et que les entreprises, dans un cadre RSE, il ne faut pas croire que c'est que de la communication, mais aussi, vous savez, tout ce qu'on appelle entreprise émission, loi Pacte. Ils ont un rôle à jouer là-dessus en disant, eh bien, il va falloir s'occuper de ça parce que les aidants, ils sont partout. Et les aidants, ils sont aussi fragiles que l'aidé. C'est-à-dire que c'est un couple. Le couple aidant-aidé, c'est quelque chose, si vous voulez, qui va s'inscrire dans le temps. Comment on fait pour avoir une vie professionnelle? Comment je fais vis-à-vis de mon DRH, de ma hiérarchie, en disant ben, j'ose pas vous dire aujourd'hui que je suis aidant parce que je vais discriminer d'une certaine façon, parce que ben, ma carrière professionnelle, qu'est-ce qu'elle va devenir? J'ose pas vous le dire, et puis c'est le déni d'être aidant. On ne passe pas aidant du jour au lendemain. En réalité, dans la société, on a un déni de la vieillesse. La société française a un déni de la vieillesse. Alors on le comprend bien. Et on a un déni de l'aidant. On le comprend bien, il y aura de plus en plus d'aidants dans notre société. La situation de ces aidants étant aux côtés des vulnérables qui sont déjà parfois exclus et ces aidants prenant peut-être déjà le chemin de l'exclusion. C'est la raison pour laquelle Absolument. Nous avons invité autour de cette table ronde pour évoquer aussi ces questions de risques vers lesquels la société peut pencher si on ne travaille pas plus précisément sur ces questions de l'inclusion. Alors, je voudrais revenir sur, vous avez évoqué le rôle des entreprises, nous aurons l'occasion d'en reparler. Quels sont les chiffres concernant justement l'inclusion? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Luc Gatto? Quels sont les chiffres concernant justement les associations qui représentent les familles? Vous voulez parler de chiffres globaux? En termes d'emploi, en termes de logement, qui sont un révélateur déjà d'une société inclusive. Est-ce qu'on connaît ces chiffres? Sans doute un peu difficilement, parce que c'est pas... on mesure combien de personnes nous avons au sein de nos structures. Hein, je situe aujourd'hui autour de 600 000 travailleurs employés dans les ESAT et les entreprises adaptées. Hein. Mais vous dire un chiffre global,
c'est pour nous compliqué. On n'a pas personnellement comme ça des chiffres, y compris dans l'éducation nationale. C'est d'ailleurs un des points marqués dans le rapport de l'ONU, hein, qui indique qu'il n'y a pas de statistiques qui donnent réellement les éléments pour dire combien il y a d'enfants qui sont véritablement scolarisés dans les structures ordinaires. Peut-être que je voudrais revenir un peu sur le sujet qu'a abordé M. Kupiec sur les aidants. Je voulais juste dire que nous, parents, puisque le mouvement UNAPI est un mouvement parental, qui est toujours dans ce domaine-là, je suis un des parents d'enfants handicapés, c'est aussi d'avoir le droit d'être, on est aidant, mais le droit d'être juste parent. Parce que finalement, on se rend compte que la notion d'aidant, parfois, nous exclut de la société. C'est la non-possibilité d'aller parfois au cinéma parce qu'il faut garder notre enfant à la maison. Vous ne faites pas tous les loisirs que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait plus de solutions pour nos enfants qu'ils soient mineurs ou majeurs, hein, parce que on a besoin véritablement de ces relais pour être avant tout un parent comme un autre. Alors justement, ça me permet de faire la transition et d'aborder la question des solutions. Quelles sont les conditions de réussite avant de rentrer très concrètement dans les solutions que vous proposez? Quelles sont, Charles Gardou, les conditions de réussite d'une société inclusive? C'est une question compliquée que vous me renvoyez là, mais on le voit bien dans la discussion entre nous. La société inclusive, on le redit, c'est un horizon. Elle n'adviendra pas demain. C'est un horizon et nous sommes tous engagés à y travailler. L'illusion serait d'attendre un architecte de génie qui vienne construire la maison commune. Non, ça ne se fait pas comme ça. Chaque génération a travaillé la société et c'est le rôle de chacun et de tous. Cela étant, on ne peut pas transformer une société, et chacun de nous le sait bien aussi, si on n'agit pas sur l'éducation. D'évidence, ce qui se joue dans la petite enfance laisse des marques profondes et indélébiles. Et il est sûr que si l'école tient des enfants qui présentent des déficiences, des blessures physiques, mentales, psychiques, hors de ces murs, ces camarades ne deviendront pas, par miracle, des adultes perméables aux fragilités humaines et à la diversité. Alors l'éducation, le droit commun. Plus que toute action politique, l'éducation est la première œuvre utile pour transformer une société. La deuxième, c'est la formation des acteurs. On a cru, jusqu'à présent, là aussi c'est la faute de tous et de personne, que ces choses-là s'apprenaient sur le tas, par humanisme, par bon cœur, par charité. Oui, il en faut, mais ça ne suffit pas. Il y faut aussi des savoirs avérés. Et on songe ici ensemble à nombre de professeurs, d'enseignants qui sont désemparés pour faire face à un enfant qui ne se comporte pas comme les autres, qui ne procède pas des mêmes demandes, des mêmes désirs. Difficile, il faut s'y préparer. Le face-à-face est compliqué. Il faut adapter les temporalités, les didactiques, les pédagogies, les modes d'accueil, etc. Tout ça, ça se mûrit et ça se prépare. C'est la deuxième action sur la culture. Et je crois, tout à l'heure ça a été évoqué, je ne sais pas si c'est par Daniel Auger ou Lugato, c'est la question de l'écoute de la parole de ces gens-là, c'est-à-dire la considération. Et là, il ne s'agit pas de compassion, mais il s'agit de considération. Et notre culture ne nous a pas habitués à laisser parler et à entendre ceux qui parlent maladroitement ou avec peine. On a tendance à les remplacer. Et du coup, cette parole-là, qui a un sens particulier et un son
particulier, on ne l'entend pas. Donc on pense à la place d'eux et on pense quelquefois maladroitement et excessivement. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de nuance. La nuance, elle procède aussi de l'écoute des parents. Elle est très très importante. Ils ont le droit d'auteur, ils vivent de l'intérieur des situations que nul ne peut faire à leur place, ne peut vivre à leur place. Les personnes elles-mêmes. Combien de temps, et je termine avec ça, passe-t-on à entendre nos aînés, nos personnes fragiles, les plus pauvres? Combien passe-t-on de temps dans la société qui est la nôtre? Je laisse l'interrogation en suspens. Très bien. Alors, vous avez parlé de l'écoute, de la parole. En France, le monde du handicap est très bien organisé. Il y a des réseaux de réseaux. Que disent justement les familles? Les familles, disons, il y a plusieurs, j'allais dire, un peu scindés entre peut-être le plus jeune parent qui a vraiment, je dirais, la volonté que son enfant soit le plus inclus dans le milieu scolaire ordinaire. Je pense qu'il y a des générations qui ont souhaité avoir quelque chose de sécurisé. Sécurisé pour leur enfant, leur adulte, hein, qui permettent, voilà, ils étaient accueillis dans un ESAT avec une structure bien adaptée, qui prenait bien en compte les personnes, qui les écoutait. C'est pareil pour le logement, parce qu'on n'a pas forcément envie de vivre avec papa et maman. On a envie aussi de vivre... alors aujourd'hui, l'expression de ces adultes, c'est aussi de pouvoir dire « je veux vivre seul ». Bon, parfois avec un petit peu, je dirais, de collectivité. Mais c'est tous ces champs-là que le parent doit aussi prendre. Et effectivement, à un moment donné, on est entre la protection et la prise de risque. Parce qu'on voit bien que permettre à ce que la personne soit dans la société, il y a une prise de risque. Et en même temps, l'appréhension des parents, c'est de dire, bon, est-ce que je ne fais pas prendre un risque à mon enfant de l'envoyer dans cette société? Donc il faut accompagner tout ça. Alors, choisir sa vie, être autonome, diversité des dispositifs que vous évoquez. En matière d'emploi, Merci. Je voulais revenir sur l'emploi qui est quand même un élément majeur du côté inclusif. Et c'est le cœur de métier du réseau GESAT d'essayer justement, avec ses partenaires, notre grande chance, le réseau GESAT, c'est que c'est des partenaires qui nous font confiance et qui nous financent d'ailleurs. Nous ne dépendons pas de la finance publique. Il faut leur faciliter la vie. Il faut comprendre ça, que si on a envie de faire avancer et d'augmenter le nombre de personnes handicapées en situation d'emploi chez eux ou dans des ESAT et des EA qui travaillent pour eux, il faut simplifier ce qu'ils vivent. Parce que, bon, notre ministre dit l'emploi des personnes handicapées, une richesse pour l'entreprise. Elle a raison. Mais combien d'entreprises pensent ça et l'ont vécu? Celles qui l'ont vécu, elles disent ça. C'est très clair. C'est-à-dire que les encadrants, ils ont changé leur regard. À partir du moment où ils ont inclus une personne handicapée, entre eux même, ils ont vu qu'on a tous un petit peu de difficultés. Hein. On n'est pas taxé de personnes à handicap, mais on accueille cette diversité. Et ça, il faut le provoquer, il faut l'accélérer. Il faut simplifier aussi la vie des passerelles, enfin tout ce qu'on peut faire entre des ESAT, des EA, le milieu ordinaire, puisque je n'ai pas trouvé d'autre mot que ce mot un peu bizarre que le milieu ordinaire. Et puis permettre de limiter le risque, parce que le gâteau en parlait, mais il y a un risque pour la personne handicapée. Elle va en milieu ordinaire actuellement, enfin on espère que la loi va évoluer, mais elle ne revient pas dans son structure d'accueil. Eh ben, moi, ça m'est arrivé d'en mettre 50 en milieu ordinaire. Je leur écrivais une lettre que je les réaccueillais sans aucun problème, parce qu'autrement,
Je ne parle même pas du problème financier, mais des fois, ils étaient moins payés dans le milieu ordinaire que dans le milieu où je les accueillais. Donc voilà, il faut les accompagner dans cette évolution majeure, surtout s'ils le veulent, hein, parce que gardons en tête que tous ne peuvent pas le faire, c'est évident, Alors, je voudrais qu'on reste justement sur les solutions et évoquer l'Observatoire des achats responsables qui a été produit par le réseau GESAT. Avec l'aide forte de l'UNAPI, je suis fier qu'on soit ensemble pour justement dynamiser ça et en tirer des conclusions. Et il y a vraiment des choses très positives dans cet observatoire, malgré le Covid, tout ce qu'on a vécu, qui était quand même un peu compliqué. Alors, est-ce que l'emploi inclusif, est-ce que les achats responsables, est-ce que la responsabilité des entreprises font partie des solutions pour une société plus inclusive? Allons-y, osons, c'est ce que je vous disais. Je pense que ce qui est important dans cet observatoire, c'est qu'on voit que les ESAT et globalement le monde qui travaille avec des travailleurs handicapés a une capacité d'innovation énorme. Ils ont eu une capacité de changer leur façon de travailler. Vous savez, quand vous fermez les portes d'un ESAT pendant quelques mois, le travailleur handicapé, il est là pour travailler. Il n'est pas là pour rester chez lui, même s'il est payé. Donc, il a fallu changer, aller vers d'autres métiers, puisqu'il y a une partie de l'économie qui ne travaillait plus. Donc, il fallait bien trouver des autres métiers. Les ESAT l'ont fait, plus des 2 tiers, si je me rappelle bien, j'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres, ont été capables de changer complètement leur façon de travailler. Ça, c'est magnifique, parce que demain, il y a des nouveaux métiers, que ce soit dans le numérique, on en a parlé dans une autre table ronde, que ce soit dans l'écologie, plus globalement. Donc là, on arrive à une dynamique RSE. C'est des choses qu'on est capable de prendre. J'en suis certain. En tout cas, on va le proposer à tous nos adhérents. On a plus de 1000 adhérents et on a la chance d'avoir beaucoup d'adhérents qui sont de l'UNAPI. Ensemble, donc en liaison avec l'UNAPI, l'UNEA Handicap qui participait à une des tables rondes, on est capable de montrer ce qu'est capable de faire un travailleur handicapé. Et donc de donner confiance à des acteurs qui vont se recentrer sur le local, qui vont essayer de travailler avec des valeurs. Alors, est-ce que le premier pas, justement, de l'inclusion, ce ne serait pas l'emploi ou l'accès à un emploi et à une utilité dans la société? Vous représentez 350 associations, 3000 établissements, donc des travailleurs. Oui, c'est certainement une des clés importantes pour permettre à ces personnes d'être dans une utilité sociale. Mais n'oublions pas toutes les personnes, et c'est aussi notre cœur d'avoir toutes ces personnes à accompagner qui n'iront pas jusqu'à à travailler dans des structures, mais qui sont aussi dans une utilité sociale. Et je crois que c'est ça le sens profond de cette transition inclusive qui va vers une transformation de société qui accueille les personnes avec des difficultés et qui acceptent qu'elles ne soient pas comme les autres, mais il faut pouvoir aller dans un café ou dans une grande surface et pouvoir rentrer. Aujourd'hui, on a des personnes qui diminuent le son dans les grandes surfaces, diminuent la lumière. C'est pour accueillir, pour mieux accueillir. Eh bien oui, c'est ça, une société qui est accueillante pour tous. Et voilà, c'est ça le sens profond de cette transformation de demain. Une société qui s'adapte et qui s'adapte à la diversité des populations. Alors j'aimerais aborder la question justement des salariés aidants, parce qu'aujourd'hui, les personnes handicapées sont souvent accompagnées par des personnes qui les aident, des aidants familiaux qui sont pour la plupart salariés d'entreprises. Vous venez de lancer l'Observatoire des aidants. Quelles sont les pistes et les propositions que vous proposez pour aider les aidants familiaux qui sont aux côtés des vulnérables de notre société et pour empêcher aussi que ces aidants tombent dans une plus grande vulnérabilité? Alors déjà, c'est plus le terme aidants familiaux qu'il faut prendre en compte. On parle de proches aidants. Et quand on dit proche aidant, il n'y a pas forcément aujourd'hui le lien familial.
Donc c'est une notion un peu plus large. Donc ça, c'est la loi et c'est l'Europe qui l'a définie. Et dans ces définitions, on dit c'est des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, en perte d'autonomie, pas en dépendance, hein, et puis des personnes qui ont des maladies chroniques. Donc c'est ceux-ci qui font entre 8 et 11 millions en France. Ils sont quand même 100 millions dans l'Europe des 27, il faut le savoir. Et c'est une population qui n'est pas forcément visible. Alors, s'ils travaillent, ils sont visibles, mais encore faut-il qu'ils puissent se dire, eh bien, j'assume mon rôle d'aidant et je suis dans l'entreprise et je le dis. Alors, les chiffres sont très clairs, hein. En gros, on est entre 10 et 20% d'aidants qui sont déclarés dans les entreprises. Alors, 10%, c'est le chiffre moyen. Je pense qu'on est entre 10 et 20, voire 15%. Il faut savoir qu'on sera 25% en 2030. C'est ce que donne l'INSEE. C'est-à-dire un aidant sur 4 sera aidant. Aidant de personnes âgées, personnes en situation de handicap, maladies chroniques. L'entreprise, elle ne peut pas les ignorer. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et le couple aidant-aidé, c'est quelque chose qui apparaît. Et si vous voulez, cette loi ASV qui a mis du temps, on a commencé à en parler en 2017. Moi, j'avais fait une conférence à la Caisse des dépôts sur ce sujet en 2017. Aujourd'hui, ce sujet-là est pris par tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, il va falloir les aider et ils sont fragiles. Un aidant sur 3 décède avant l'aider. Donc, si vous voulez, c'est des vraies personnes vulnérables. Donc, l'entreprise ne peut pas les ignorer complètement. Alors maintenant, il y a un autre problème, c'est le déni. Dire qu'on est aidant, on n'a pas forcément envie de le dire. Pourquoi ? Parce que c'est la sphère privée. Et la sphère privée, par définition, on ne communique pas ça à tout le monde. Alors on peut le communiquer à ses collègues, ça marche, mais pas forcément à son DRH, encore moins à sa direction générale. Et donc, le vrai sujet aujourd'hui, comme tout sujet, on passe par l'information. Il faut de l'information en disant ce sujet-là est important. Il faut un peu, entre guillemets, je dis, dédiaboliser ce sujet des aidants en disant c'est une situation naturelle. Être aidant, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans l'entreprise. Alors, certaines entreprises sont très en avance. Alors, les grosses entreprises ont mis en place un certain nombre de dispositifs. La plupart des entreprises, vous savez, le tissu français, c'est des TPE, PME. Ils sont pas du tout sur ce sujet-là. C'est pour ça que notre observatoire, c'était Observatoire des salariés aidants et dialogue social. C'est aux partenaires sociaux de se saisir de ça. Et les partenaires sociaux, c'est les employeurs et les salariés. Alors, aujourd'hui, on a fait un tour de piste, on va dire ça pour la première fois. On va continuer l'année prochaine. C'est pas gagné parce que c'est pas un sujet prioritaire. Aujourd'hui, le sujet prioritaire, ça va être l'emploi, ça va être le chômage, ça va être d'autres choses, ça va être la réforme des retraites, ça va être d'autres éléments, et c'est pas forcément les aidants. Je pense que l'entreprise, elle doit se saisir de ça, et je pense que les DRH, ils ont un rôle moteur à jouer là-dessus. C'est pas toujours leur cas. Je regrette beaucoup de temps en temps qu'ils soient un peu en retrait sur ce sujet-là, et c'est un sujet qui est primordial. Une société, on parle de société inclusive ou d'inclusion dans l'entreprise, eh bien l'aidant, il a un lien avec l'aidé. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un lien qui est long, il est long dans le temps. Et donc l'entreprise, elle doit en tenir compte. Et ça, je dirais, c'est une mutation qu'on doit faire dans les entreprises. Et une entreprise, aujourd'hui, elle doit en prendre conscience. Alors, les entreprises et les acteurs économiques ou associatifs de la société. Vous avez évoqué une question qui est celle de la communication. N'y a-t-il pas un enjeu aujourd'hui autour de la visibilité des vulnérables ou de la visibilité des invisibles dans notre société ? Qu'est-ce que ça vous inspire, Charles Gardou ? Vous en parlez des invisibles dans votre livre « La société inclusive, parlons-en, il n'y a pas de vie minuscule ». Oui, une première réflexion, c'est que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ne confonde pas information et communication. La communication suppose une communion entre des êtres qui se côtoient, qui coexistent. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une profusion d'informations et de messages et un déficit de communication. On n'a jamais autant informé et si peu communiqué, à mes yeux. Et communiquer avec des personnes fragiles, vous dites les invisibles, ce qu'on n'entend pas, ça demande du temps,
ça demande beaucoup d'empathie, je ne vais pas parler de compassion, mais ça demande beaucoup d'empathie. Et le temps qui est le nôtre est un temps qui veut aller trop vite, trop efficace, et qui ne prend pas le temps de cette communication au sens plein du terme. Au sens plein du terme. Et effectivement, comment apprendre à communiquer? Alors, il y a des campagnes de communication, il y a des messages, il y a des choses qui se disent, et elles ne procèdent pas d'une mauvaise intention. Mais le plus essentiel qui soit, c'est la patience que l'on ne prend plus d'être auprès des personnes et d'entendre leur réalité de vie. Alors, on va céder la parole justement au réseau qui représente les personnes en situation de handicap et qui ont une responsabilité vis-à-vis de la communication des freins, mais aussi communication des solutions que vous pouvez prôner ou de propositions que vous pouvez faire au pouvoir public. C'est un de nos grands enjeux, effectivement, comment sortir de cette invisibilité et comment transmettre toutes les compétences que peuvent avoir les personnes porteuses de handicap et la nécessité d'un bon accompagnement. On indique que à part l'expérience de notre monde médico-social, les professionnels, et l'expertise aussi des parents accompagnants et l'expertise maintenant des personnes elles-mêmes, parce qu'il faut aussi tenir compte de ce triptyque qui permet de dire, voilà, pour que la personne soit bien, il faut le bon accompagnement avec lui. Alors là où je fais le lien avec... tout à l'heure, je vous parlais à demi-mot de l'autodétermination et on en a parlé parce que dans cette prise de risque, on voit bien qu'il y a toute une démarche qui se met, qui démarre et qui va être à long terme et qui prend compte ces éléments de prise de risque, qui prend en compte l'écoute des personnes et leurs moyens d'aller ressortir leur pouvoir d'agir, ce qui est important. Alors moi j'ai une formule assez simple, c'est que dans l'autodétermination, c'est accompagner quelqu'un, mais c'est pas se placer ni devant, ni derrière, ni à sa place, mais à côté. Je pense que là, on a, je dirais, les éléments essentiels qui vont lui permettre d'être, je dirais, dans ce pouvoir d'agir sur sa propre vie, alors avec parfois beaucoup plus de difficultés, parce que vous avez des personnes qui ne peuvent pas verbaliser, il faut faire appel à d'autres méthodes. Quand vous avez un polyhandicapé assez lourd, eh bien, ça fait partie de ce vécu quotidien. Mais nous avons la chance d'avoir toutes ces années d'expérience et d'approfondissement, d'expertise très forte, qui vont pouvoir nous propulser. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance à ces personnes, à ces professionnels, à ces parents qui poussent aussi tout ça, pour que on prenne bien en compte ces éléments-là pour une meilleure acceptation et être dans la société comme tout à chacun, comme tout citoyen. Alors pour cette dernière séquence, il nous reste un peu moins de 7 minutes, j'aimerais vous faire réagir à des chiffres en fait qui en disent beaucoup sur notre société inclusive ou pas. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 16%, elle est de 8% moyenne nationale. Le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est de 37% seulement. Il est de 66% pour la population active milieu ordinaire. Donc, qu'est-ce que ça dit de notre société? Selon vous, y a-t-il urgence? Y a-t-il urgence, Charles Gardou? Oui, je réponds oui, sans difficulté, parce que
il y a urgence parce que ça renvoie à des réalités de vie. Ça renvoie à des réalités de vie. Et les chiffres, les quantités attestées par des statistiques ne parlent pas non plus de la qualité. Quand on dit il y a un pourcentage beaucoup plus élevé d'enfants à l'école, on dit en inclusion scolaire, il n'est pas dit que les écoles et les classes soient inclusives. Quand on dit il y a X pourcentage de personnes qui sont en emploi, de quel emploi parle-t-on? Est-ce que c'est un emploi valorisant, qui conduit à se réaliser, à faire œuvre de soi-même, à être promu? On a parlé tout à l'heure, à développer son pouvoir d'agir. Les chiffres n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Donc, pourquoi j'ai dit toutefois qu'il y a urgence? Parce que cette urgence, on l'entend autour de nous. Il y a aujourd'hui, par rapport aux personnes qui nous préoccupent en situation de handicap, une problématique de la place. Quelle place ai-je dans une société qui va vite, où il faut qu'on soit utile, il faut qu'on soit productif, compétitif? Ai-je ma place? Quand j'atteins cet espoir, j'ai une place, est-ce que je vais garder ma place? Est-ce que j'ai bien ma place? Je crois que nous, ici, qui ne vivons pas le handicap dans notre corps, dans notre esprit, on peut s'y projeter toujours, se dire, est-ce que je ne suis pas surnuméraire? Est-ce que je ne dérange pas? Est-ce que la société ne se porterait pas mieux sans moi? C'est quelque chose qui est de l'ordre de douloureux, et donc c'est urgent de dire, l'humanité, c'est une diversité de visages, aucun des visages n'est surnuméraire. Il n'y a pas de contrefaçon en humanité, il n'y a pas de succédané. Il y a un permis d'être dans une société, quelles que soient nos défaillances ou nos potentiels. Y a-t-il urgence? Mais il y a urgence, mais je suis tout à fait d'accord avec Charles Gardou. Sortons des chiffres, voyons ce qu'on peut faire. Saisissons les opportunités. Il y en a. Ce qu'on a vécu, qu'on a appelé une crise, nous a fait voir les choses différemment. Et montrons, entre le milieu ordinaire, donc entreprise ou autre, et le monde du handicap, que chacun peut apporter des choses. Moi, je reprends, le monde du handicap a développé des outils qui peuvent largement servir aux RH, qui sont démunis devant des problématiques d'aidants, parce que nous, c'est notre cœur de métier. Donc, essayons d'agir ensemble. Donc, moi, je suis très fier que Luc soit à côté de moi. Je suis très content que les rendez-vous de l'inclusion ont permis à plusieurs associations du monde du handicap de travailler ensemble, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est en étant chacun complémentaire avec sa compétence et ses raisons. Il y a urgence à offrir d'autres solutions. On est dans une société qui sommes davantage dans la réparation. C'est-à-dire que, voilà, tout d'un coup, on se rend compte que, bah oui, il y a des gens qui se retrouvent à la rue et on ne s'est pas posé la question de comment ils sont arrivés là. Et on est à réparer. Or, nos associations et une API est en fer de lance dessus, demandent à ce qu'il y ait d'autres solutions absolument. Et c'est un mauvais calcul que de dire nous mettrons en place des moyens de réparation après. Les urgences en matière d'inclusion pour les familles, c'est quoi? Quelles sont les urgences? C'est quoi la priorité en matière d'inclusion pour les familles? Une palette de solutions et des moyens facilitants. Facilitant parce qu'on est encore beaucoup dans du tuyau d'orgue, suivant si le financement arrive du département, de l'agence régionale de santé, etc. On est dans un magma de documents administratifs qu'il faut remplir. Il faut assouplir tout ça. D'accord. Écoutez, il me reste une minute peut-être pour conclure. Je suis désolée, je peux pas vous céder la parole parce que ça va être trop court. Si je résume les mots-clés que vous avez prononcés, d'abord la compréhension que c'est un vrai défi en fait d'organiser une table ronde sur l'inclusion avec ce pléonasme de la société inclusive. En tout cas, l'inclusion, c'est vivre ensemble. Vous avez parlé de transition inclusive. Vous avez parlé évidemment de la diversité des situations
et de l'autodétermination, du choix pour les personnes de choisir leur vie, leur voie. Vous avez parlé d'une société inclusive qui doit être un horizon vers lequel nous devons tendre, et un horizon pour pouvoir accueillir une diversité de situations et une place pour chacun dans notre société. Si je reprends un des chapitres de votre livre, Charles Gardou, Vivre sans exister est sans doute la plus cruelle des exclusions. Une société inclusive doit être une société qui inclut tout le monde dans sa diversité. Y compris les plus fragiles. Y compris les plus fragiles et y compris, bien entendu, les aidants. Merci. Nous arrivons au terme de ces tables rondes des rendez-vous de l'inclusion organisés par le réseau GESAT et l'UNAPI. Ces tables rondes seront accessibles dès demain sur YouTube. L'ensemble des propositions qui auront été consignées lors de ces débats seront disponibles prochainement dans un document qui sera également accessible sur les réseaux et sur YouTube. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.